faculté de médecine tous ses doyens et tous ses cadres, tous ses professeurs du secteur public à l'activité privée. Je vais commencer par la politesse d'usage. Je remercie moi également l'Association des médecins de libre pratique, notamment mes amis Dr Lasad Sabah et Garmazi Mohamed, qui m'ont permis d'être dans le programme et vous entretenir de l'insuffisance lutéale. L'insuffisance lutéale qui est un sujet en apparence très facile, mais c'est un sujet très complexe et c'est un sujet de pratique quotidienne. J'ai intitulé mon topo « L'insuffisance lutéale de A jusqu'à T ». J'ai été inspiré par un monsieur qui a consulté avec sa femme dans mon cabinet. Il m'a dit « Monsieur, je voudrais que vous examiniez ma femme de A jusqu'à B ». Ce n'était pas difficile, mais moi je vais faire de A jusqu'à T en parlant du diagnostic et de la définition de l'insuffisance lutéale. L'insuffisance lutéale dans la phase pubertaire, chez la femme en âge de procréer, chez la femme en préménopause, et pour parler de quelques perspectives. Le A jusqu'à T, c'est pour remercier le sponsor de cette table ronde, de ce symposium sur l'insuffisance lutéale. L'équipe Abbott, c'est le A d'Abbott et le T d'Abbott, que je remercie pour leur dynamisme. Et je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Abbott. D'ailleurs, les délégués d'Abbott ici présents ne connaissent pas le contenu de ce que je vais vous présenter. Et je vais commencer par la définition et le diagnostic de l'insuffisance lutéale, plutôt par le diagnostic. Comment reconnaître une insuffisance lutéale? Normalement, par la courbe de température, les dosages hormonaux, l'échographie et la biopsie. Le gold standard, c'est la biopsie, mais tout ça, dans la pratique courante, nous ne le faisons pas et nous faisons le diagnostic essentiellement par la clinique et l'échographie et par un acquis considérable en la matière, un acquis de physio-endocrinologie qui a mené sur une cinquantaine d'années des indications, un usage très large et une evidence-based médecine très documentée. Ces acquis en physio-endocrinologie sont passés par au moins 5 prix Nobel. Le métabolisme du cholestérol, les hormones stéroïdes, les oestrogènes, la progestérone, le développement embryonnaire, tous ces acquis de connaissances scientifiques, il y a eu au moins 5 prix Nobel. Et je vais schématiser la définition de l'insuffisance lutéale, c'est l'acquis en matière de reproduction par ce vieux schéma du cycle menstruel qui montre que à chaque cycle, la femme, depuis sa puberté, se prépare à recevoir un embryon. Et d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, le meilleur traitement, le meilleur support de la phase lutéale va être l'embryon. Et ce ne serait pas une offense que vous rappelez que le cycle, c'est une phase folliculaire, une phase lutéale, l'ovulation sous l'impulsion de la LH, alors qu'en début de cycle, la FSH favorise le recrutement folliculaire. Il va y avoir un follicule dominant, l'ovulation et la formation du corps jaune qui va être entretenu sous l'action de la LH. Le corps jaune va sécréter essentiellement en deuxième partie du cycle de la progestérone, et c'est cette progestérone qui va décidualiser l'endomètre, augmenter ses connexions vasculaires et le rendre glandulaire propice à la réception d'un embryon. Bien sûr, ces acquis, c'est des tableaux complexes des voies d'hormones et de médiateurs hormonaux et neuro-hormonaux, en commençant par l'action de la GnRH sur l'hypophyse, la FSH-LH et l'action sur les ovaires. La complexité de ces données, c'est la synthèse de la testostérone et de ses dérivés, la synthèse de la progestérone et de l'estradiol dans les cellules granuleuses et técales de l'ovaire, et
le schéma aussi complexe de l'intervention des médiateurs des gènes en intracellulaire dans les tissus cibles, les cellules cibles, par exemple, de la progestérone. Je passe rapidement aussi parce que ce schéma montre que la progestérone et les oestrogènes ont, au niveau du tissu cible, surtout l'épithélium, des actions qui sont contradictoires, à savoir que l'œstradiol va favoriser la prolifération cellulaire, l'angiogénèse et la différenciation, alors que la progestérone va s'opposer à cela et rendre l'endomètre, surtout l'endomètre, le rendre glandulaire et propice à l'anidation. Bien sûr, tout ça sous-entend un dialogue moléculaire, par exemple, au niveau de la quispeptine qui est un neuromédiateur hypothalamique. La quispeptine, lorsqu'elle a été synthétisée et injectée à une femme qu'on a stimulée, induit l'ovulation et il y a eu des grossesses avec la quispeptine. Tous ces molécules, ces médiateurs, ces gènes font que tous ces acquis, moi je pense que sincèrement, ce n'est pas à proprement parler le traitement de l'insuffisance lutéale, mais tous ces acquis sur une cinquantaine d'années vont être bénéfiques pour comprendre la réceptivité endométriale, l'implantation, l'anidation de l'œuf, la modulation immunologique de la grossesse et la placentation. Bien sûr, ça va surtout profiter à la PMA et à la prévention ou au traitement des fausses couches. Et je vais revenir au schéma classique. Nous n'allons pas tenir compte de tout cet acquis de neurophysiologie et on va revenir au schéma basique simple que œstrogène en début de cycle, œstrogène et progestérone en fin de cycle, la phase folliculaire et la phase lutéale. Et pour définir l'insuffisance lutéale, je vais me référer au travail de Nathalie Crawford de la Caroline du Nord, paru en novembre 2016 dans Fertile Stérile, qui a fait une étude sur l'évaluation de la durée de la phase lutéale et qui avance que ce que nous connaissons, l'insuffisance lutéale se définit par l'insuffisance en progestérone empêchant le maintien d'un endomètre sécrétoire propice à l'implantation embryonnaire. Et elle a aussi, la définition aussi de l'insuffisance lutéale, c'est une sécrétion insuffisante par le corps jaune, une mauvaise transformation réceptivité endométriale et une période lutéale courte inférieure à 11 jours. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un cycle, le cycle commun de 28 jours. À cette définition de Crawford, j'ajouterai que on pourrait assimiler aussi à l'insuffisance lutéale l'insuffisance totale en progestérone, comme par exemple dans l'anovulation. Et vous savez qu'il faut le rappeler, la progestérone agit sur un endomètre préalablement exposé aux oestrogènes et que cette insuffisance en progestérone, l'insuffisance lutéale, c'est surtout un déficit relatif par rapport aux oestrogènes. Chaque fois qu'il y a plus d'oestrogènes sur le plan fonctionnel, on va parler d'insuffisance lutéale. Et l'insuffisance lutéale a très longtemps été assimilée, corrélée à l'hyperœstrogénie. Cette insuffisance lutéale a des conséquences sur l'endomètre. L'endomètre devient non propice à l'anidation ou à la continuation de la grossesse, ce qui induit une infertilité et ou des fausses couches. L'insuffisance lutéale au niveau de l'endomètre donne un déséquilibre dans le phénomène de régénération, atrophie, desquamation et amène aux troubles des règles. Et mon premier message va être que lorsqu'il y a une insuffisance lutéale, c'est-à-dire hyperœstrogénie, ça va donner une hyperplasie de l'endomètre qui est actuellement reconnue comme facteur favorisant du cancer de l'endomètre de type 1. Donc, notre prise en charge de l'insuffisance lutéale va être une prévention du cancer de l'endomètre de type 1. L'action de l'insuffisance lutéale sur le myomètre, bien que ce soit plus complexe à démontrer, c'est l'apparition d'une fibrose, des fibromes, qui contribuent aux troubles des règles, à la dysménorrhée et à l'infertilité. Sur le sein, les transformations, l'insuffisance lutéale et l'hyperœstrogénie vont donner des transformations fibrokystiques et vasculaires avec nodosité, mastose et mastodynie.
Voici une revue des situations où on admet qu'il y a insuffisance lutéale. C'est un travail de Nilesh, mars 2016, dans Gynecological Endocrinology, et vous connaissez tous, vous savez tous que aménorrhée, souvent l'aménorrhée, la polyménorrhée, l'oligoménorrhée, les spottings, les règles prolongées, les métrorragies post-rapport sont des signes d'insuffisance lutéale. Avec tout ce que ça peut entraîner comme anémie, et l'OMS considère que l'anémie peut gêner la qualité, interférer avec la qualité de la vie. Donc l'insuffisance lutéale chez les femmes, c'est le cancer, c'est l'anémie et le confort de vie. Il y a aussi l'infertilité, le syndrome prémenstruel et la mastodynie. Ça, c'est une mise au point de mars 2016. C'est exactement la même de Dufastan en 1979, où il y a toutes ces causes-là, et on indique qu'on donne le Dufastan, la dihydrogestérone ou la rétroprogestérone, on le donne dans les mêmes indications de l'insuffisance lutéale. Donc, l'insuffisance lutéale, avec ce prélude de diagnostic de définition, nous allons voir sur le plan pratique comment se comporter vis-à-vis de l'insuffisance lutéale chez la fille dans la période de puberté. Dans la période de puberté, bien sûr, ça va être des schémas qui vont se répéter. On pourrait retrouver les mêmes schémas chez la femme qui est en âge de procréer, mais c'est purement didactique ce que je vais faire. Je vais commencer par, avant de parler de la puberté et des autres causes, pour dire que chaque fois qu'il y a un trouble de l'ovulation ou un trouble général au niveau de l'organisme, on peut avoir une mauvaise ovulation, une insuffisance lutéale, notamment dans l'obésité, les dysthyroïdies, l'hyperprolactinémie, l'hyperandrogénie, le diabète, qui parfois sont des facteurs autonomes pour déclencher une insuffisance lutéale. Et je vous renvoie à votre bonne pratique quotidienne pour traiter ces pathologies. Au niveau de la puberté, habituellement, après la ménage, il y a des cycles longs et de l'aménorrhée, mais il y a des filles qui vont conserver ces cycles longs et aménorrhées qui sont le stigmate d'une insuffisance lutéale. Je vais scinder le problème en deux parties. Vous avez une fille à l'âge de la puberté et qui a des caractères sexuels normaux, avec à l'échographie un utérus sensiblement normal, un écho médian normal ou épais. On peut, oui ou non, selon les cas, faire un bilan hormonal. Nous allons traiter cette fille à la période de la puberté. Je vais faire l'éventail des traitements. L'insuffisance lutéale, ça va être un apport de progestérone, et cet apport de progestérone va se faire soit par la progestérone micronisée. Chez la jeune fille, ça va se donner par voie orale. La micronisée par voie orale donne un premier passage hépatique avec de fortes doses et est responsable de vertiges et de lipothymie très importants. Il y avait pour la micronisée des comprimés à 100 mg, actuellement, il n'y a plus que le 200 mg, et je pense que cette présentation, cette forme, n'est pas adaptée pour le traitement de la jeune fille qui a une insuffisance lutéale. Ce qui serait adapté, le traitement de choix, sera la dihydrogestérone, le Dufastan, par voie orale. Le Dufastan est vieux, pratiquement, il a le même âge ou plus que l'ensemble des médecins ici présents et de ceux qui les ont précédés. La progestérone a une affinité, la dihydrogestérone, je vais dire Dufastan parce que c'est plus simple. Dufastan a une affinité 20 à 50 fois plus importante au récepteur de la progestérone, ce qui a permis d'utiliser des doses moindres. Il faut 10 à 20 mg de Dufastan contre 100 ou 200 mg de micronisé. Il y a peu d'effets secondaires et la posologie, vous la connaissez, c'est habituellement un comprimé x2 par jour du 16e au 25e jour du cycle ou du 11e au 25e jour du cycle. Bien sûr, dans la littérature anglo-saxonne, on s'ingénie à dire c'est 17-24, des fois c'est 8 comprimés, c'est 9 comprimés, mais habituellement nous avons l'habitude. Mais
il faudrait moduler ce schéma à la durée du cycle. Par exemple, pour un cycle très court, ça ne peut pas marcher le 16-25, il faudrait moduler un peu, mais pour respecter le temps de parole, je vais juste vous donner les grands messages. Le Dufastan ne bloque pas l'ovulation, il n'a pas d'action androgénique, il n'a pas d'action glucocorticoïde et pas d'action minéralocorticoïde. Donc, c'est le traitement de choix. Ça va être le traitement de choix chez la fille à l'âge de la puberté et par la suite chez la femme désireuse d'une grossesse. Alors que les progestatifs de synthèse ont un effet antigonadique, des effets métaboliques. Certains donnent une atrophie muqueuse très importante et certains ont même un effet œstrogénique. Ce qui fait que, sauf nécessité, ça ne va pas être le traitement de l'insuffisance lutéale à la puberté et il faudrait, sauf nécessité, et le réserver surtout au cas d'hypertrophie muqueuse ou au cas où il y a un saignement avec certaines conditions. Donc après les trois médicaments et le choix du fastant, je vais rappeler un concept très vieux aussi, c'est le test à la progestérone. Lorsqu'une femme est en aménorrhée, vous lui donnez 5 à 10 jours de progestérone, n'importe quel progestatif, elle va avoir des règles à l'arrêt du traitement quelques jours après, elle va avoir des règles s'il y a une imprégnation œstrogénique préalable et en l'absence d'une cause organique telle qu'une synéchie. Lorsque le test est positif, c'est-à-dire que le fait de donner de la progestérone induit des règles, c'est une preuve d'insuffisance lutéale. À la puberté toujours, lorsque les caractères sexuels sont anormaux, notamment des seins de petite taille, un retard pubertaire, une hypoplasie utéro-ovarienne, le test à la progestérone est souvent négatif, il faut explorer, faire les dosages hormonaux, et faire les dosages hormonaux. Il y a SPOK, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est juste pour vous rappeler que lorsqu'une une jeune fille se présente pour des troubles des règles ou une insuffisance lutéale, essayer de voir si elle a un syndrome des ovaires polykystiques, parce que la prévention dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est d'abaisser le poids. L'abaissement du poids suffit pour bouleverser l'évolution des ovaires polykystiques. Mon message ici, c'est que si vous allez donner de la progestérone, premièrement, ça ne va pas bien marcher. Deuxièmement, vous n'allez pas récupérer les caractères sexuels secondaires. Il faut obligatoirement donner un œstrogène. Pour peu que le développement n'est pas terminé, avant 22-23 ans, mettez des oestrogènes et vous allez voir que l'utérus va augmenter de volume, les seins vont se développer. Si vous faites perdre à la patiente, à la jeune fille, quelques mois, 1 ou 2 ans, et vous ne lui mettez pas d'oestrogène, elle ne va plus récupérer ses caractères sexuels secondaires. Pour la femme en âge de procréer, la prise en charge de l'insuffisance lutéale va être, je vais faire du très schématique. C'est une dame mariée depuis 3 à 6 mois qui consulte habituellement soit pour trouble des règles, soit pour désir de grossesse. Moi, je serais partisan de faire toujours un bilan hormonal, notamment l'hormone antimullérienne, parce que j'ai procédé à une étude sur 700 cas. Actuellement, je suis à 800 cas. Nous avons des réserves ovariennes très basses pour la moitié des consultants, pour infertilité. La réserve ovarienne normale est de 2 à 7 nanogrammes par millilitre. Nous avons 50% qui ont moins de 2 et 25% ont moins que 1 nanogramme. Donc, il faudrait avoir le réflexe maintenant d'évaluer le capital ovarien par l'hormone antimullérienne. Surtout, si on ne veut pas être systématique, surtout après 35 ans. On donne le Dufastan 1 x 2 du 16e au 25e jour du cycle, 2 à 3 cycles. Ça corrigerait éventuellement une insuffisance lutéale. Ça a un effet psychologique et un effet placebo, mais
moi j'ai pour habitude aussi, lorsque la femme consulte et qu'elle n'a absolument rien du tout, je ne lui donne aucun traitement. Si vous êtes obligé de donner un traitement, donnez du Dufaston. Et par la suite, mon message ici aussi, c'est que faites rapidement un spermogramme. N'attendez plus les 6 mois, 8 mois pour faire un spermogramme. Nous avons des spermogrammes très détériorés, les moins de 5 millions. Je n'ai pas le chiffre exact parce que je suis en train de le comptabiliser. Ce serait faire perdre du temps à des hommes qui ont 1 million de spermatozoïdes ou 0,5 million de spermatozoïdes et attendre les 6 mois, les 8 mois, les 1 an pour chaque fois que le couple a un désir de grossesse, faites le plus rapidement possible un spermogramme. Lorsqu'il y a un désir de grossesse aussi, c'est 16e, 25e jour ou 11e, 25e jour. Et je reviens à l'étude à la publication de Nathalie Crawford, qui a comptabilisé la durée de la phase lutéale et que la phase lutéale normale, comme on l'a toujours considéré, c'est 13 à 14 jours. Mais pour la première fois au monde, c'est la première fois que ce concept déjà très connu va être vérifié. La phase lutéale courte, c'est-à-dire l'insuffisance lutéale, diminue les chances de grossesse dans l'infertilité de cause inexpliquée. Et c'est pour la première fois que ça a été démontré de façon méthodologique. Il a fallu attendre novembre 2016 pour le démontrer. On le connaissait, on traitait comme ça, mais c'est la première fois que ça a été démontré. En cas d'infertilité, lorsque la femme est en âge de procréer, consulte pour infertilité. On peut, lorsqu'on induit par citrate de clomifène, on peut mettre du Dufaston ou de la micronisée vaginale, mais les études ne montrent pas toujours la validité de ça. Les cycles longs, lorsqu'une femme se présente avec des cycles longs d'emblée, on peut commencer par le clomifène si le test à la progestérone est positif, mais j'insiste sur un fait que si vous avez un couple stérile ou infertile, si vous allez être obligé de mettre de l'induction, des gonadotrophines, tout ce que vous voulez, faites le spermogramme d'abord et vérifiez l'état tubaire d'abord. Il est incohérent de mettre des gonadotrophines pour des dizaines de dinars, 50 dinars le flacon, on peut arriver à 10, 15, 20. On fait courir à la femme un risque d'hyperstimulation alors que les trompes ne sont pas vérifiées. D'ailleurs, dans les recommandations de la haute étude sanitaire française, c'est une recommandation médico-légale. Vérifier les trompes avant de commencer les gros moyens. Lorsqu'on fait dans l'infertilité une insémination artificielle avec sperme du mari, le support de la phase lutéale est discutable. Il serait surtout utile lorsqu'on programme l'insémination avec l'utilisation de gonadotrophie. Pour l'ICSI et la FIV, la PMA proprement dite, l'insuffisance lutéale est constante et obligatoire. Chaque fois qu'on stimule une femme, qu'on lui ponctionne des ovocytes, l'insuffisance lutéale est obligatoire. Tous les cycles de FIV ont une phase déficiente, avait démontré Edwards, le père de la fécondation in vitro. Et ceci est dû surtout à ce que, avec de multiples follicules, on arrive à des taux supraphysiologiques d'œstradiol et de progestérone, avec un feedback négatif et une inhibition de la LH qui va rendre le corps jaune ou les corps jaunes, parce qu'il y a plusieurs corps jaunes, il va les rendre inadéquats et déclencher une insuffisance lutéale. Ça se corrige. Le but, ce n'est pas un topo de spécialisation ou de spécialité, mais je vais vous rappeler le fait que lorsqu'on stimule l'ovulation par FSH ou HMG, on déclenche par de l'ACG et 34 à 36 heures après, on réalise le recueil des ovocytes. Si on déclenche par HCG, il faut supplémenter cette insuffisance lutéale par la progestérone. Et on a le choix entre la progestérone micronisée vaginale, 600 à 800 mg par jour, en gel, 80 mg par jour, le gel n'est pas disponible chez nous,
la micronisée rectale, qui n'est plus disponible, la progestérone injectable. Normalement, il faudrait 50 mg par jour. Nous n'avons que les formes retard, mais on peut les utiliser, une ampoule tous les 2 ou les 3 jours ou les 5 jours. Et il y a une forme dans le commerce, pas en Tunisie, une forme de progestérone sous-cutanée. On donne la progestérone soit le soir de la ponction, soit le lendemain, et on poursuit la progestérone jusqu'au test de grossesse positif ou jusqu'à 8 semaines, et pour beaucoup, la continue jusqu'à 12 semaines. La progestérone jusqu'à 12 semaines. Lorsqu'on déclenche, parce que le gros problème de l'ACG, c'est les problèmes de l'hyperstimulation ovarienne. Lorsqu'on déclenche par analogue de la LH-RH, de la GnRH, lorsqu'on déclenche parce qu'il est maintenant possible de déclencher soit par l'analogue ou par la kispeptine qui n'est pas disponible encore dans le commerce, lorsqu'on déclenche par un analogue dans un protocole antagoniste, l'insuffisance lutéale est plus marquée que dans le déclenchement par ACG, et le support lutéal doit se faire obligatoirement soit par progestérone, œstrogène ou des bolus d'ACG. Le déclenchement par analogue nous a apporté une solution de confort pour éviter l'hyperstimulation ovarienne. Chez la femme en ménopause, je serai plus rapide parce que on utilisera la dihydrogestérone ou la progestérone micronisée chez une femme, par exemple, de la quarantaine, s'il y a un désir de grossesse. Je vous rappelle que le Primolut-Nord, la Colprone, qui sont les autres progestatifs de synthèse disponibles sur le marché, ne sont pas indiqués et ne sont pas propices à la préparation d'un endomètre pour la grossesse. S'il n'y a pas un désir de grossesse, ou si la femme est à partir d'un certain âge où elle n'a plus la possibilité d'avoir des grossesses, on a recours aux progestatifs de synthèse et c'est le traitement de choix de l'insuffisance lutéale. Mais dans ce terrain, je ne vais pas beaucoup insister parce que l'insuffisance lutéale est intriquée avec d'autres facteurs, à savoir la fibrose, les fibroses, l'adénomiose, et ceci rend le fait de les traiter n'est pas uniquement de leur donner de la progestérone. Et je vais vous rappeler que pour ces femmes en préménopause, lorsqu'elles ont un problème de ménométrorragie, de métrorragie, de ménorragie, de règles abondantes, le stérilet Mirena au levonorgestrel constitue une bonne alternative thérapeutique. Je dirais un petit mot sur les mastodinies. On peut, à n'importe quel moment de la vie, traiter les mastodinies. Bien sûr, la mastodynie ou les mastodinies, c'est d'origine plurifactorielle. Ce n'est pas uniquement l'insuffisance lutéale, mais le fait de donner de la progestérone, le fait de donner de la progestérone locale, même si ça n'a pas un effet très évident sur la douleur, il a été vérifié par des études que le fait de donner la progestérone par voie orale et par voie locale diminue les nodosités et diminue le volume des seins. Des fois, certaines femmes ont besoin d'une petite réduction de leur volume du sein par un traitement pour améliorer leur phénomène douloureux. Donc, quel va être un peu l'avenir de cette supplémentation ou de l'insuffisance lutéale? Donc, j'ai fait de A jusqu'à T. Je vais compléter les autres. Il me reste 6 lettres. C'est à venir. A, V, E, N, I, R pour faire de A jusqu'à Z. Et je vais parler de l'avenir du Dufastan dans la PMA, dans la procréation médicalement assistée. Le Dufastan qui, s'il supplémente, si on l'utiliserait à la place de la la progestérone micronisée, deviendrait moins cher et beaucoup de pays s'intéressent à ça, notamment l'Égypte, l'Iran, la Russie, parce qu'il y a un problème de coût de la santé et que mettre du Dufastan des femmes en PMA serait bénéfique sur le plan du coût. Deuxièmement, sur le plan de l'inconfort, au lieu de mettre du vaginal, ça interfère avec les rapports, c'est désagréable. On prend le traitement par voie orale.
Et ça, c'est tous les travaux depuis 1990 qui ont démontré que le Dufastan est équivalent à la progestérone micronisée en supplémentation dans la PMA. Il y a même une méta-analyse Cochrane de Van der Linden en 2015 qui a démontré une méta-analyse sur 94 études randomisées qui a démontré que le Dufastan serait meilleur en taux de grossesse clinique. En 2015, Barbosa a fait une méta-analyse sur 343 références en éliminant toutes les références sponsorisées par Abbott et il a trouvé que le Dufastan est égal à la progestérone micronisée. Abbott a lancé une étude pour la supplémentation avec le Dufastan au lieu versus la micronisée dans 7 pays sur 38 sites sur 1030 femmes et l'étude vient de paraître et le Dufastan est égal à la progestérone micronisée. Une étude d'Abbott s'appelle Lotus 2 est en cours d'évaluation. Donc, pour le Dufastan, il n'a pas la même dans la PMA. Pourquoi? Parce qu'au début, Abbott, les laboratoires Abbott, ont fait l'imprudence de dire qu'on utilise le Dufastan dans tout ce qui est insuffisance lutéale, tout ce que vous voulez, sauf la grossesse. Ils n'ont pas réfléchi, mais en réfléchissant, lorsque vous mettez une femme pour insuffisance lutéale du 16e au 25e jour, si elle est enceinte, elle a automatiquement été exposée au Dufastan. C'est pour ça que le registre de vente d'Abbott, qui est analysé par des organismes indépendants, a montré que depuis 1960 à 2014, il y a eu plus que 100 millions d'utilisatrices de femmes qui ont utilisé le Dufastan. 20 millions de ces femmes ont été sujettes au Dufastan, exposées avec le Dufastan au cours de leur grossesse, et que sur ces 20 millions, le taux de malformation fœtale et le risque fœtal est le même que dans la population générale. Donc, le Dufastan a une très grande efficacité et le Dufastan devrait, avec beaucoup d'études en cours et déjà validées, le Dufastan, si on l'utilise en phase lutéale et qu'on le poursuit au cours de la grossesse ou en PMA, il prévient l'hypertension gravidique. Bien sûr, il y a des enjeux de coût et habituellement, c'est les principaux messages que j'ai voulu vous faire au niveau de cette insuffisance lutéale. Et je vais terminer par dire que je vous ai passé le message. Je ne vous laisserai pas de message à emporter à domicile. Je ne mets pas de take-home message. Retenez tout ici. Nous ne faisons pas, je ne vous fais pas faire d'heures supplémentaires ou d'études à la maison. Je vais présenter mes vœux et mes remerciements pour l'équipe Abbott pour qu'il ait une AMM dans la PMA. Et je sais pertinemment qu'ils vont l'avoir bientôt. Ils vont l'avoir bientôt. Et je vous remercie pour votre attention. Si j'avais la liste de vos noms et prénoms par ordre alphabétique, je vous aurais tous remercié de A jusqu'à Z.